La holding est-elle un paradis fiscal accessible à tous? C'est la question à laquelle on essaye de répondre aujourd'hui dans ce nouvel épisode de notre podcast. Et oui, les holdings, ce sont des structures financières sophistiquées qui sont bien plus qu'un simple outil d'optimisation fiscale. Elles représentent également une stratégie privilégiée par de nombreuses entreprises et investisseurs pour bénéficier de conditions fiscales avantageuses. Oui, mais également de protéger leurs actifs et faciliter la gestion de leurs investissements. Mais comment fonctionnent réellement ces entités ? Sont-elles vraiment accessibles à tout le monde ou réservées à une caste, à une élite fortunée? Et surtout, quels sont les enjeux éthiques et légaux qui entourent leur utilisation? Dans cet épisode, nous allons décortiquer le fonctionnement des holdings, on va examiner les mécanismes qui les rendent si intéressantes pour les entrepreneurs et on discutera des implications fiscales et juridiques qui en découlent. Être bien accompagné quand on est entrepreneur, c'est essentiel. Qu'il s'agisse de vos associés, de votre réseau professionnel ou de partenaires de confiance comme votre expert comptable, votre conseiller en gestion de patrimoine ou votre banquier. Et ça tombe bien, car notre partenaire Shine sponsorise cet épisode. Shine, c'est un compte pro en ligne dédié aux entrepreneurs. Ses nombreuses fonctionnalités permettent de simplifier la gestion de ses finances d'entreprise pour vous concentrer sur votre business. Si vous n'êtes plus satisfait de votre banquier et que vous souhaitez tester l'offre Shine, les 3 premiers mois sont offerts via le lien en description. L'ouverture de compte prend moins de 24 heures et leur équipe a été élue service client de l'année 2024. Et avant de commencer cet épisode, nous allons vous remercier de continuer à nous aider en vous abonnant tout simplement à notre podcast, l'art de la gestion patrimoniale. Et si vous appréciez le contenu, alors n'hésitez surtout pas à nous mettre la note de 5 étoiles. Cela nous aidera grandement à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Alors oui, que vous soyez un entrepreneur, un investisseur ou simplement curieux d'en savoir plus sur ces structures financières, cet épisode est fait pour vous. Nous commencerons donc par expliquer le principe d'une holding et son fonctionnement, puis nous parlerons des montages financiers qui permettent de capitaliser et d'investir encore plus. J'ai envie de dire Guillaume, commençons tout simplement par le premier point, c'est quoi une holding au final ? Eh bien Jérémy, au final, la holding, c'est une société qui a pour vocation de regrouper des associés ou actionnaires qui souhaitent acquérir une influence significative dans les sociétés détenues par celles-ci. Donc là, c'est une phrase qui semble un peu compliquée pour faire simple. La holding, c'est tout simplement une société qui a pour objet social, qui a pour but premier de détenir d'autres sociétés qui sont soit des SAS, des SARL, des SCI. Ça permet tout simplement d'avoir une structure, un groupe de sociétés. On m'a toujours dit qu'il existait 2 types de holding, les holdings passives et les holdings actives. Peux-tu m'en dire plus ? Oui, alors la différenciation, elle va se faire sur le fonctionnement de la holding. Une holding qui va être dite passive, c'est une holding qui va simplement détenir des participations dans d'autres sociétés. Elle n'a pas un rôle autre que celui de détenir les parts. Par contre, on a la possibilité d'avoir une holding qui sera cette fois-ci active. Elle va non seulement détenir des parts, mais en plus, elle va pouvoir fournir des services à ses filiales. Ça peut être des services administratifs, des services de gestion comptable, de RH, etc. Donc on est d'accord Guillaume qu'au final, la création d'une société holding est exactement similaire à la création de tout autre type de société. Cependant, l'objet social forcément doit être adapté et prévoir que la société servira notamment à détenir des participations dans d'autres sociétés et également, si c'est une holding active, à fournir un support administratif à ses filiales comme tu viens de le dire. Mais attention, c'est important de comprendre qu'il y a vraiment des différences qui sont majeures entre la holding passive et la holding active. Dans certains cas, la holding a vraiment un rôle crucial dans la gestion du groupe. Dans l'autre cas, c'est plutôt de l'optimisation fiscale qui est recherchée uniquement. Oui, exactement Jérémy. Et du coup, ça nous amène au deuxième point, puisqu'on l'a dit, c'est une société comme toute autre société. Ça veut dire que comme n'importe quelle société, on doit définir sa forme juridique. Et oui, donc quelle forme juridique choisir Guillaume ? Bien, la question, elle est ouverte. C'est quelque chose qui doit se décider au cas par cas en fonction des entreprises qui doivent être rachetées ou qui doivent être détenues par la holding. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut très bien avoir une société EURL, SARL commerciale et on veut créer une holding. À ce moment-là, on va peut-être regarder pour avoir une holding en SASU ou faire une transformation et avoir une holding en EURL. En tout cas, il faut comprendre que la holding, elle peut permettre d'avoir différents avantages. Et le premier avantage, c'est de choisir une forme juridique qui va compléter les formes que l'on a déjà choisies pour les sociétés qui seront détenues par la holding. Oui, c'est vrai qu'un montage très connu est d'avoir une EURL en bas, une SARL et une SAS en haut, c'est-à-dire la holding qui détient les EURL ou une seule EURL ou SARL. Point important, c'est un montage très connu, mais cela ne veut pas dire que cela s'applique pour tout le monde.
Certaines personnes ont déjà une SAS en société commerciale. Il faut donc réfléchir au montage financier pour savoir si on met une SAS en holding ou si on réfléchit à transformer la société du dessous pour avoir une EURL et une SAS en holding ou au contraire avoir une EURL en holding. C'est un point important, ça veut donc dire que chaque situation est différente, mais multiplier les avantages de la SAS et la SARL a un avantage majeur. On va commencer par le premier avantage de créer une holding, c'est effectivement la rémunération. On peut optimiser sa rémunération. Concrètement, Guillaume, peux-tu m'en dire un peu plus pourquoi je peux optimiser ma rémunération entre la SAS et la SARL si je multiplie les deux statuts? Eh bien ici, tout simplement parce que chacun des statuts va m'offrir des avantages en tant que chef d'entreprise. On le rappelle, quand on est sur une SAS, une société par action simplifiée, on va être au régime de l'assimilé salarié. C'est-à-dire qu'on va payer des cotisations, des charges sociales sur sa rémunération qu'on se verse en tant que dirigeant, et ces cotisations, elles sont autour de 80% pour simplifier. A l'inverse, une SARL, on va être considéré comme un travailleur non salarié si on est gérant majoritaire, et à ce moment-là, la rémunération qu'on se verse, elle sera chargée socialement à hauteur de 45%, encore une fois, approximativement. Donc on comprend ici que pour une même rémunération, on va avoir un budget différent si on est en SAS ou en SARL. Le budget sera plus lourd sur une SAS qu'une SARL. Et si on comprend bien, eh bien la holding, elle peut nous permettre d'avoir à la fois la possibilité de se verser une rémunération en étant travailleur non salarié dans une SARL en bas, disons, dans une société fille, et avoir une rémunération soit par le biais assimilé salarié, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt dans ce cas-là, ou alors opter pour le versement de dividendes à travers la holding qui est sous la forme de SAS, et donc on peut opter pour le PFU, le prélèvement forfaitaire unique à 30%. Et oui, c'est important de comprendre que en SAS, on n'a pas de limite pour les dividendes, alors que dans la SARL, on va être limité à 10% de capital social. Donc effectivement, on est limité, mais on peut aller au-delà de 10% de capital social, c'est important de le comprendre. C'est juste que, par contre, si on ajoute un peu plus de dividendes que 10% du capital social, malheureusement pour vous, vous allez payer des cotisations sociales supplémentaires et il vaut mieux, limite, se rémunérer de la manière la plus simple en SARL. Point important, ça veut donc dire qu'on va pouvoir multiplier tous les avantages de chaque structure pour arriver à une rémunération optimale. Le but d'être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine, c'est de trouver cette rémunération optimale en fonction de la rémunération dont vous avez besoin. Concrètement, si vous avez besoin de 3 000 € de salaire, nous, on optimisera de notre côté pour vous trouver sous quelle forme vous devez vous rémunérer. Est-ce que c'est du salaire? Est-ce que c'est des dividendes? Est-ce que c'est des remontées de bénéfices? Comment on travaille cette rémunération pour arriver à 3 000 € au global pour vous? Et si c'est 10 000 €, ainsi de suite. Mais ce qu'a dit Guillaume, c'est vrai que si on se rémunère 100 000 € en SAS, il faut un budget de 180 000. VS 100 000 € en SARL, il faut un budget de 140 000. 40 ou 45 000 €. C'est important de le comprendre. Donc il y a une vraie différence en termes de budget et nous, on doit analyser le budget nécessaire pour votre rémunération et l'optimiser pour que le fiscal net soit le plus intéressant et que vous prépariez votre retraite en même temps. Le côté social est important, il doit être pris en compte aussi. Un autre avantage de la holding, et je fais la liaison avec, c'est le régime mère-fille. Pourquoi on dit que ce fameux régime mère-fille est hyper intéressant pour investir et encore une fois investir? Et là, c'est un point très important, effectivement, quand on parle de régime mère-fille et quand on parle d'investissement, c'est ce que tu as évoqué, Jérémy, c'est à ça surtout que va servir la holding, en plus de la rémunération, c'est nous permettre d'investir en évitant les frottements fiscaux, en évitant de perdre une partie importante finalement en cotisation sociale ou en impôt sur le revenu. Et le régime mère-fille, concrètement, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de faire remonter les dividendes de la société fille vers la holding qui est la société mère avec un régime de faveur, c'est-à-dire qu'on va avoir 95% de ce qu'on va faire remonter qui sera exonéré et il y a une quote-part de frais et charges de 5% qui, elle, va bien être réintégrée au niveau du résultat de la holding et donc taxée à l'impôt sur les sociétés dans la holding à 15%. Donc si je peux me permettre, Guillaume, pour donner un exemple très concret, si on a 100 000 € de bénéfices nets d'impôts sur les sociétés en bas et qu'on fait une remontée de dividendes et donc une remontée de bénéfices vers la société mère, qu'on distribue concrètement le bénéfice à la société mère, ces 100 000 € vont remonter, 95 000 € vont être exonérés et 5 000 € vont faire partie du chiffre d'affaires de la holding du dessus qui seront donc imposés jusqu'à 42 500 € à 15%, soit seulement 750 € d'impôts sur les sociétés à payer pour 100 000 € remontés. Concrètement, mon frottement fiscal ici, il est de 750 € pour 100 000 € remontés. C'est exactement ça, et du coup tu comprends que derrière tu as un peu plus de 99 000 €, 99 250 € pour réinvestir. Et pour te donner une idée, l'autre option, si tu es juste chef d'entreprise et que tu veux te sortir des dividendes, puisque tu as déjà payé l'IS dans les deux cas, eh bien tu vas
à nouveau utiliser ton budget de 100 000 euros, mais cette fois-ci, dans ta poche, il ne restera pas 99 250 euros, il restera 70 000 euros après avoir payé le PFU de 30%. Et le point important à rajouter, Guillaume, aussi par rapport au dans ta poche, dans un cas, c'est dans la poche de la holding, dans l'autre cas, c'est dans la poche à titre privé. C'est important aussi d'avoir cette nuance dans le sens où nos clients pourraient nous dire oui, mais si on se distribue en haut, effectivement, on va retoucher 70 000 euros. C'est exactement ça. Oui. Si vous passez par la case privée, par la case personne physique, c'est la même fiscalité. Mais par contre, si vous souhaitez réinvestir, encapsuler vos revenus, comme un petit peu l'assurance vie, qui est une enveloppe fiscale intéressante en France et qui permet d'encapsuler les revenus, tant qu'on ne retire pas, on ne paye pas d'impôts, et bien c'est le même principe, tant qu'on ne passe pas par la personne physique, on paye très très peu d'impôts. Ouais, c'est pour ça que c'est important de comprendre, effectivement, là on parle de stratégie de réinvestissement. Si on parlait tout simplement de rémunération, eh bien c'est ce qu'on a dit un peu plus tôt sur le premier point. Là, c'est une toute autre stratégie qu'il faut regarder, parce qu'effectivement, on veut réinvestir et donc on veut éviter ces frottements fiscaux qui ne nous permettent pas de faire des apports aussi importants qu'on aurait pu le faire avec la stratégie ici du régime mère-fille. Eh bien Guillaume, on arrive au troisième avantage. Il y en a 4, il y en a même plus avec les sociétés holding, mais on va en faire que 4 aujourd'hui. C'est l'intégration fiscale. Ça peut concerner certains de nos clients. Qu'est-ce que veut dire l'intégration fiscale, Guillaume ? Mais l'intégration fiscale, ça veut dire qu'on va avoir un groupe qui va être intégré fiscalement. En français, ça veut dire quoi ? Plutôt que d'avoir chaque société qui a son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, qu'elle fasse du bénéfice ou du déficit, on va se dire, eh bien, on a une holding qui détient toutes les sociétés filles, on peut donc avoir une seule fiscalité, une seule imposition à l'impôt sur les sociétés. C'est la holding qui va avoir cette imposition et elle va reprendre, entre guillemets, tous les résultats, qu'ils soient bénéficiaires ou déficitaires de ces sociétés filles. Ça veut donc dire qu'on aura un seul résultat globalisé et une seule imposition. Vous allez me dire, c'est quoi l'avantage ici ? Eh bien, l'avantage, c'est que si on a des sociétés qui sont déficitaires, elles vont permettre de réduire le résultat global du groupe et donc de réduire la fiscalité. Alors que si on avait ces sociétés qui étaient non intégrées fiscalement, eh bien, si on fait 100 000 euros de résultat sur une société et 50 000 euros de perte sur l'autre, on ne pourrait pas compenser avec la perte. C'est pour ça que c'est intéressant, cette intégration fiscale. Et oui, encore une fois, pour donner un exemple très concret à nos auditeurs, concrètement, vous avez 2 sociétés commerciales. Une entité qui fait 50 000 euros de bénéfice et une autre qui fait 50 000 euros de déficit. Vous comprenez que sur votre société qui fait du bénéfice, vous allez payer 8 250 euros d'impôts sur les sociétés. Et donc, vous vous retrouverez avec un net qui sera à peu près à 40 000 euros, 41 42 000 euros sur cette société-là, après impôt sur les sociétés. Sur celle qui fait du déficit, pas d'impôt sur les sociétés, mais on ne bénéficie pas du déficit qui aurait pu être imputé sur l'autre société. Concrètement, pour ces 2 sociétés-là, vous allez payer 8 250 euros d'impôt sur les sociétés. Si maintenant on fait l'intégration fiscale et que les résultats sont rapprochés dans la holding, eh bien on va avoir 50 000 euros d'un côté, moins 50 000 de l'autre, ça fait donc 0 de résultat. Qui dit 0 de résultat dit 0 impôt. On économise ici donc 8 250 euros d'impôt. Point important, cela ne concerne que certains cas, il y a plusieurs conditions à respecter. Et oui, pour pouvoir mettre en place l'intégration fiscale, il faut déjà bien sûr que les sociétés elles soient intégrées fiscalement et qu'elles aient leur exercice comptable qui se termine à la même date. Ça semble logique. Derrière, il faut que la société mère, la société holding, détienne au moins 95% du capital des sociétés qui sont intégrées. Et il faudra également regarder à ce qu'elles ne soient pas détenues elles-mêmes à 95% ou plus par une société qui serait soumise à l'IS. Enfin, il peut également y avoir des règles de territorialité qui sont prévues pour les sociétés intégrées fiscalement. Donc c'est ces points qu'il faudra regarder avec les experts qui vous accompagnent. Eh bien, on a fait le tour de l'intégration fiscale. On passe au 4e point, Guillaume, l'effet de levier. De quel effet de levier parle-t-on ici pour la partie holding ? Effectivement, on n'est pas dans l'immobilier ici. Donc, de quel effet de levier parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, effet de levier, déjà, on comprend qu'on va parler de dette, on va parler d'emprunt. Et là, on parle surtout de LBO. Le leverage buyout, c'est ce qui permet à un entrepreneur de financer l'acquisition de sa société. Entre guillemets, ça veut dire qu'il va pouvoir se racheter sa société à lui-même en passant par l'emprunt bancaire. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? On a une société commerciale qui a un résultat, qui a une valorisation donnée et qui doit s'estimer en fonction de l'opération qu'on souhaite faire au moment de la création d'une holding. On va justement constituer une société mère, une société holding, qui va venir acheter les parts sociales ou les actions détenues par l'entrepreneur initialement. Et donc, c'est cette acquisition qui va être financée par un prêt bancaire. De son côté, l'entrepreneur, il perçoit donc des liquidités, du cash, et il cède ses parts à la holding, il cède ses participations à la holding qui devient donc pleinement propriétaire. En général, on peut dire qu'elle acquiert 100% de la société, c'est ça qu'on peut voir dans la plupart des cas. Et de son côté, l'entrepreneur, lui, il ressort avec du cash
en restant bien sûr propriétaire entre guillemets, puisqu'il est propriétaire cette fois-ci à travers la holding. Et oui Guillaume, c'est vrai que c'est un peu différent, on est propriétaire à travers une personne morale qui détient sa propre société, mais c'est important de comprendre qu'il y a plein d'impacts fiscaux à faire un leverage buyout. On parle aussi des fois de commissaire aux apports pour ne pas faire un achat et donc une vente à soi-même. On peut tout à fait aussi apporter les titres si la situation n'est pas adéquate pour faire un LBO. En effet, les conditions de taux peuvent changer ou modifier l'intérêt fiscal, l'intérêt financier, l'intérêt juridique, l'intérêt social d'une telle opération. Mais sachez que quand vous entendez parler de LBO, on parle souvent de se racheter à soi-même par le biais de holding ou d'autres sociétés. Donc ici, on parle effectivement d'effet de levier parce que pour prendre un exemple concret, si votre société commerciale vaut 500 000 euros, vous allez vous vendre à vous-même ces 500 000 euros. Vous allez donc toucher en tant que personne physique 500 000 euros, mais pas net d'impôt. Il y aura une fiscalité qui va dépendre de la durée de détention des parts et de plein de choses. Et vous allez arriver souvent à 300 350 000 euros net dans votre poche. Et les 500 000 euros qui ont été rachetés par la holding ont été empruntés auprès de la banque. Et donc la holding devra rembourser au fur et à mesure des années ces 500 000 euros par le biais de votre société commerciale qui est en dessous. Ça vous paraît très complexe, c'est normal. C'est notre métier d'accompagner les entrepreneurs sur ces sujets-là. Ce n'est rarement le métier de nos auditeurs. Et il faut bien comprendre que c'est des opérations qui s'étudient bien sûr au cas par cas et en fonction de la période dans laquelle nous sommes et de la situation de la société, de ses résultats, de ses bénéfices et également des besoins et des objectifs de l'entrepreneur, on pourrait avoir une réponse différente d'un cas à l'autre sur la faisabilité ou non d'un LBO. Eh bien Guillaume, pourquoi le podcast s'appelle la holding accessible à tous? À qui s'adresse la holding, Guillaume? Eh bien, elle s'adresse, comme on l'a dit, à tout le monde. Attention, à tout le monde si vous avez pour objectif d'investir et de développer votre patrimoine. La holding, elle doit avoir ce rôle patrimonial, ce rôle de réinvestir, de gérer au mieux votre rémunération quand vous êtes chef d'entreprise et de pouvoir développer de nouvelles stratégies, soit dans l'immobilier, soit dans de nouvelles activités commerciales. Là, la holding, elle vous correspond et vous comprenez bien sûr que le mieux, c'est d'avoir quand même une société commerciale qui soit avec un résultat très positif, c'est-à-dire que vous avez les moyens de réaliser vos objectifs. Vous avez la possibilité d'utiliser réellement le montage. Si aujourd'hui vous avez une société qui est en phase de lancement ou qui ne correspond pas encore totalement à ce qu'on pourrait appeler une société florissante avec des résultats qui pourront être montés, c'est peut-être trop tôt pour évoquer la holding. Mais par contre, on le sait, pour tout entrepreneur, c'est une question qui arrive à un moment donné dès qu'on a une société qui fonctionne bien. Et là, on a parlé de la holding qui s'adresse aux personnes qui veulent développer leur patrimoine, mais la holding s'adresse aussi aux personnes qui veulent vendre leur société. Il y a énormément d'avantages avec le 150 OBTR par exemple, ou avec la transmission avantageuse qu'on peut faire par des pactes du treuil. Tous ces sujets-là sont des sujets très complexes, mais vous devez être accompagné et je pense que vous le savez, vous l'avez compris. L'accompagnement est nécessaire si vous souhaitez mettre en place une holding. Nous sommes là pour ça si besoin. Nous vous accompagnerons en tant que conseiller en gestion de patrimoine dans la mise en place de cette stratégie holding. Point important, j'ai envie de résumer tout l'épisode à ça. La holding, c'est fait pour investir, investir et investir. C'est comme l'immobilier, on regarde l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ici, vous devez vouloir investir pour faire une holding où il y a d'autres moyens, effectivement, comme la cession, on en a parlé, de penser à la holding. Mais c'est important de comprendre que la holding a vraiment cette stratégie patrimoniale d'un point de vue global. Et comme d'habitude, vous le savez, vous avez un énorme pouvoir, c'est celui de nous aider. Et donc si cet épisode vous a appris des choses et vous voulez en savoir plus, vous pouvez déjà vous abonner, ça c'est très important, ça vous permettra d'avoir chaque semaine le nouvel épisode qui sera publié chaque mercredi. Et surtout, pour nous aider fortement, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Et si vous voulez aller plus loin sur nos podcasts, vous pouvez également écouter l'épisode 64 qui vous permettra de découvrir 5 solutions pour réduire votre impôt.